Bonjour. Alors, est-ce que vous avez compris comment digérer? Qu'est-ce que c'est que l'acidose? Et vous avez dû entendre parler de trucs un peu bizarres comme les mitochondries, le pyruvate. C'est quoi ce truc-là? Pour moi, la médecine de demain, ce sera la médecine mitochondriale. Parce qu'elles sont à l'origine de tout. À l'origine de notre vie, à l'origine de notre énergie. Et sans elles, on ne pourrait pas vivre. On comprend qu'on est plus bactérien qu'humain, que nous sommes des êtres hybrides. Et finalement, dans cette hybridation, il n'y a pas que le microbiote qui a des bactéries. Chaque cellule contient des milliers de bactéries. Et plus vous avez besoin de vos muscles, de votre cœur, plus il contient de mitochondries, car elles nous fournissent notre énergie. Alors j'aimerais que David Ray, que maintenant vous connaissez, nous explique finalement c'est quoi ces mitochondries et à quoi elles servent et comment elles fonctionnent. C'est un discours, mais qu'il va falloir simplifier parce que Exactement. Je peux vous dire que c'est complexe. C'est complexe, voilà. Donc c'est vrai que c'est une ancienne bactérie qui a passé un pacte avec les cellules, et donc en fait elle travaille en symbiose. Elle venait de la mer. Exactement, exactement. Et cette mitochondrie, nous on aime bien la qualifier de centrale énergétique. C'est vraiment ce qui nous permet de tenir tous les jours, de produire de l'énergie, de sortir du lit, de faire plein de choses, du sport. C'est-à-dire de 1 volt, elle vous transforme en 36 volts. C'est-à-dire elle multiplie par 36 la petite impulse d'énergie que vous avez. C'est ça. Alors comment elle fait? Comment elle fait? En fait, c'est une bonne question. Elle utilise l'oxygène. C'est pour ça qu'il faut respirer, surtout quand... Donc finalement, respirer, la respiration est un des éléments pour faire fonctionner les mitochondries. Ah, exactement. Ça, c'est important parce qu'il faut comprendre que beaucoup de gens respirent mal. Exactement. La relaxation. Quand vous êtes stressé, que vous avez une émotion, on coupe la respiration. Et les mitos, elles ont du mal à fonctionner. Donc c'est important de réapprendre à respirer. Ça, sachez. Et qu'est-ce que fait une mitochondrie quand elle respire mal? Elle fait produire de l'acide lactique. Parce qu'elle ne peut plus utiliser le glucose pour produire de l'énergie. Donc je suis fatigué et je m'acidifie. Donc finalement, quand elle fonctionne normalement, elle utilise le glucose issu des aliments. Exactement. Et si je respire mal et que je suis stressé... Ce glucose qui naturellement est transformé en pyruvate, donc c'est cette molécule qui va rentrer dans la mitochondrie en présence de certains nutriments. Et à partir de là, je vais transformer et récupérer de l'énergie pour produire au final de l'ATP, tout simplement. D'accord. Et donc c'est une valse d'électrons chargés en énergie, et donc je vais progressivement relarguer cette énergie pour en arriver au final à éliminer de l'eau et à récupérer de l'énergie sous forme d'ATP. D'accord. Alors, cette centrale énergétique, on va dire c'est comme une horloge avec des rouages, et dans ces rouages il y a des petits camions. Exactement. Et ces petits camions, ils transportent des électrons. Exactement. Ces électrons, ils viennent d'où? Ils viennent de notre respiration cellulaire. D'accord. Tu vois? Donc de l'oxygène, exactement, du soleil, qui rentre, exactement, de nos aliments, de nos cellules. Et donc cet électron doit être pris en charge parce que l'électron, faut le visualiser comme une petite bille extrêmement chaude. Mais ça brûle. Ça brûle et ça tourne. Et donc, si je ne suis pas capable de les éliminer, je vais altérer mes tissus et donc je vais pouvoir développer des maladies un peu plus lourdes. Donc ça brûle tout ce qui... Donc comment on fait pour pas brûler? Voilà. Et bien je dois les récupérer, les faire rentrer dans ma mitochondrie et à un moment donné, les faire passer par les petits camions de moulin à moulin, et à chaque fois qu'elles passent sur un moulin... Les camions, ils brûlent aussi. Qu'est-ce qui fait qu'un camion, il brûle pas? C'est que ces camions, ils ont besoin de vitamines. C'est là où c'est important, la vitamine B3, la vitamine B2, qui vont permettre à ces camions de survivre, ou le coenzyme Q10, que l'on connaît bien, puisqu'on en parle beaucoup dans la prise de statine. En tout cas, tout ça, je vais en avoir besoin pour éviter que ces boules très chaudes, ces électrons, tombent et altèrent mes tissus et me fassent vieillir prématurément. Voilà. Donc la coenzyme Q10, elle sert à quoi, par exemple? C'est un transporteur d'électrons. Un transporteur. Voilà. Mais il y a des carburants dans les camions. C'est pas le fer, par exemple. Alors, c'est pas tant un carburant. C'est que le fer est essentiel parce qu'il fait partie intégrante des moulins. Si j'ai pas de fer, j'ai pas de moulin. Donc si j'ai pas de moulin, je ne peux pas transporter mon électron, ma bille chaude. Et donc ma bille va tomber sur mes tissus. Et là, je vais vieillir, m'oxyder et devenir malade. Donc, pas assez de fer, on s'oxyde, on brûle. Trop de fer aussi. C'est un juste équilibre. Voilà. Le zinc, il intervient où? Essentiel dans certaines enzymes qui vont permettre de passer l'électron à un autre moulin. Si j'ai pas de zinc, l'électron tombe. L'électron tombe et il brûle tout ce qui est... Il brûle et je vieillis prématurément. D'accord. Il y a aussi, je crois, l'acide alpha-lipoïque.
Pas à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là. Là, tu auras du glutathion, tu auras la B2, tu auras la B3, tu auras le fer, le coenzyme Q10, la vitamine A, tu as tous ces nutriments qui vont être essentiels. L'acide alpha-lipoïque, tu vas en avoir besoin parce que c'est l'une des clés avec la vitamine B1 pour faire rentrer ton glucose transformé en pyruvate dans la mitochondrie. Si j'ai pas cet acide alpha-lipoïque, si j'ai pas ma vitamine B1, mon pyruvate ne peut pas rentrer dans la mitochondrie et donc je vais être fatigué, je vais m'acidifier et j'aurai moins d'énergie. Et on connaît, vous savez, cette maladie qui a eu en Chine il y a 200 ans où ils ont commencé à raffiner le riz parce qu'ils mangeaient que ça à l'époque. Et à l'époque, le riz était complet. Dans le riz complet, vous aviez de la vitamine B1. Et quand ils ont raffiné, ils se sont retrouvés qu'un riz blanc et ils ont développé une maladie, on connaissait pas d'où elle venait, un peu comme la Covid aujourd'hui. Et ils ont été affectés de beriberi. Et finalement, ils ont compris que le beriberi était dû à une carence en vitamine B1. Vous imaginez l'importance de cette vitamine qui fait partie de tout ce transport d'électrons et donc de bonne marche de l'organisme. Il manque une vitamine et vous êtes par terre, voire mourir d'une maladie comme le scorbut par exemple quand on manque de vitamine C. Exactement. Oui. Parce que la vitamine C, il y en a pas besoin au niveau des mitochondries. Pas forcément. C'est pas, disons, un élément essentiel. C'est pas un élément essentiel. C'est un antioxydant parce que c'est la vitamine C est la première vitamine à être consommée, surtout lors d'un stress oxydant, surtout dans ces périodes où on a le Covid. Et donc elle donne des électrons pour stabiliser les autres. Donc on va la consommer, on va la surconsommer. Donc c'est bien d'en complémenter et d'en apporter en ce moment. Après, au niveau de la mitochondrie, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est ton coenzyme Q10. L'acétylcoenzyme Mais elle se fabrique toute seule. Exactement. Par contre, tu as raison, elle aura besoin de la vitamine B5. On retombe sur les vitamines B. Exactement. C'est tout un complexe. En fait, cette centrale, cette productrice d'énergie, elle est dépendante d'énormément de nutriments. Voilà. D'accord. Alors, tu peux les citer comme ça. Donc, acide alpha-lipoïque et vitamine B1, je permets à mon glucose pyruvate de rentrer dans ma mitochondrie. Mon coenzyme Q10, essentiel. Et attention, dès que je prends un médicament contre le cholestérol, ce coenzyme Q10 va chuter. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le médicament contre le cholestérol, on l'a bien compris, bloque la production du cholestérol. Si je bloque ma production de cholestérol, je n'en ai plus. Et c'est le précurseur aussi bien de ma vitamine D, essentielle. Le cholestérol est le précurseur de la vitamine D. Vitamine D. Beaucoup de gens ne savent pas. Ça. Vitamine D, coenzyme Q10. L'hème qui est le transporteur de l'oxygène. L'hème, le sang, le fer du sang. Voilà, exactement, qui transporte l'oxygène. Ma mitochondrie a besoin de l'oxygène. Donc finalement, ce cholestérol, on a besoin de cholestérol. C'est vital. Mais il est toxique quand il est oxydé, c'est tout. C'est tout, exactement. Alors, quand on fait cette analyse, comment savoir si... Parce que quand ils vous font le rapport cholestérol, ils font pas le rapport du cholestérol oxydé. Non, on peut avoir un cholestérol à 2,5 g sans que ça soit toxique pour nous, puisque l'idéal, c'est de faire le LDL oxydé. C'est ça. Si mon LDL oxydé, qui lui va être toxique, peut être pris par le système immunitaire comme un étranger, là je vais pouvoir développer une maladie athéromateuse. Voilà. Si j'ai pas de LDL oxydé, aucun problème. D'accord. Donc pour que nos mitochondries fonctionnent bien, c'est-à-dire notre énergie, c'est ce qui vous donne l'énergie, vous avez besoin d'un certain nombre de vitamines du groupe B, mais aussi de minéraux, mais aussi de coenzyme Q10. Oui. Et on le sait que déjà dès 40 ans, on fabrique moins de coenzyme Q10. Oui. Et il y a une nouvelle molécule qu'on vient de découvrir, la pyrroloquinoliquinone. Le PQQ. Le PQQ. C'est pas du PQ, hein. Le PQQ. Qui est associé à la coenzyme Q10. Oui. Vas-y. Est intéressant parce que c'est alors on peut parler de vitamines. En fait, ça permet un renouvellement mitochondrial, une biogénèse mitochondriale. Ce que fait très bien aussi le sport, hein. Quand je fais du sport, je renouvelle mes mitochondries. Par quel processus? En fait, les mitochondries les plus usagées, les plus vieilles, les plus altérées, naturellement vont être détruites parce que, à l'opposé, elles vont produire des radicaux libres. Donc elles sont physiologiquement, naturellement détruites et renouvelées par de nouvelles mitochondries. Donc finalement, elles sont très solidaires puisque on régénère tout un pool de mitochondries et on va solliciter les mitochondries vieillissantes qui peuvent être des bombes à radicaux libres d'ailleurs, et on ne peut les sélectionner en gros qu'à travers l'exercice physique régulier, parce que les vieilles mitos, elles font ce qu'elles peuvent, et comme elles n'y arrivent pas, à ce moment-là, elles sont éliminées par la communauté. Hein. Est-ce que c'est ce qu'on appelle l'apoptose? C'est c'est exactement. Ouais. La mort cellulaire. Donc la vie est reliée à la mort. Sachant qu'on n'est pas sur une cellule, on est sur une organite, tu vois.
Mais par contre, on peut appeler ça la mitophagie. Tu vois, donc c'est la mitochondrie qui va être dégradée naturellement parce qu'elle n'est plus fonctionnelle en fait. Alors, il y a une chose dont tu as parlé tout à l'heure, tu as parlé de glucose et tu as parlé de pyruvate. Est-ce que tu peux nous expliquer le processus? Parce que quand on entend glucose, on entend sucre. Oui. Et finalement, on le sait que les diabétiques ont des grosses difficultés à transformer le glucose en pyruvate. Tu peux nous donner un peu, sans nous noyer dans des détails, un mécanisme simplement, de cuisson du glucose, quoi, en gros. Je vais manger du glucose, donc du sucre. Ça peut être un pain blanc, par exemple. Je consomme beaucoup de pain blanc. À partir du moment où je vais ingérer ce pain blanc, je vais avoir des détecteurs qui vont me dire, tiens, j'ai du glucose au niveau sanguin, mon pancréas va sécréter de l'insuline. L'insuline, c'est une hormone de stockage. C'est tout. Elle voit le glucose, elle appuie sur la sonnette. La sonnette, c'est le récepteur à l'insuline. Donc, mon insuline va se fixer sur mon récepteur. Le signal est envoyé à mon noyau cellulaire. Et de là, je produis une petite organite qui va venir ouvrir la porte pour que mon glucose rentre dans la cellule. À ce moment-là, le glucose rentre dans la cellule. Ma glycémie diminue, se normalise. Donc, au-delà de 0,89, 1 maximum. Et à partir de là, j'ai tout un tas de transformations enzymatiques avec la glycolyse, et ainsi de suite. Et donc, mon glucose, naturellement, est transformé en pyruvate. Et c'est le pyruvate qui sera le substrat à l'extérieur de la mitochondrie, donc dans ma cellule, donc dans le cytosol. Et ce pyruvate va devoir entrer dans la mitochondrie en présence de mon acide alpha-lipoïque, de ma vitamine B1. Et à partir de là, il sera dégradé pour produire au final de l'énergie sous forme d'ATP, tout simplement. Et cet acide alpha-lipoïque, on le trouve où? Tu en produis un petit peu, mais pas en assez grande quantité, donc il va falloir en apporter, surtout si je commence à avoir un ventre un petit peu imposant, surtout si je commence à avoir une glycémie au-delà de 1. Donc voilà, quand la glycémie monte, il n'y a plus de possibilité d'entrée du glucose dans la cellule, c'est ça? Disons que c'est difficile. La porte reste fermée? Voilà. C'est-à-dire que à partir du moment, ça veut dire que mon glucose reste dans le sang, mon sucre reste dans le sang, donc ça c'est pas bon du tout. Je vais caraméliser, et donc il faut à un moment donné proposer à cette cellule d'ouvrir la porte pour faire entrer le glucose. Et comment tu fais? Là, j'amène du chrome, parce que mon chrome est essentiel pour augmenter la quantité et la qualité de mes récepteurs à l'insuline. Je dois absolument apporter des acides gras oméga 3, parce que si je mange pas d'huile de poisson, ça on verra après. On va le voir, mais il y a besoin d'oméga 3. Cette fluidité des membranes, si elle est fonctionnelle, de bonne qualité, mes récepteurs fonctionnent bien, ma porte s'ouvre. Si malheureusement je mange que des fritures, que des huiles oxydées, la membrane est rigidifiée et rien ne se passe. Et donc le glucose va rester dans le sang et je vais le stocker sous forme. Donc les oméga 3, entre autres, permettent de fluidifier les membranes. Exactement. Pour faire passer le glucose plus facilement. Le glucose et d'autres éléments aussi? Ah, mais tout. En fait, tout ce qui doit rentrer dans la cellule doit passer soit par des transporteurs ou doit passer par la membrane cellulaire et donc être liposoluble. Mais pour que ça passe dans la membrane cellulaire, il faut que celle-ci soit fluide. Donc on a compris aussi que pour avoir des mitochondries efficaces, il faut éviter d'être prédiabétique ou en résistance à l'insuline. C'est ça. Et pour ça, le problème, c'est que le diabète est une maladie totalement silencieuse. Vous n'avez pas de signes avant-coureurs. Peut-être que vous cicatrisez moins bien. Ça, c'est des signes déjà avancés. Oui. Le tour de taille est intéressant. Ce serait intéressant de faire un test. Et quels sont les tests à faire pour savoir si on commence à être résistant à l'insuline? À l'insuline, déjà. C'est remboursé par la Sécu, je crois. Oui. Alors déjà, visuellement, c'est le tour de taille. Donc déjà, je prends un mètre et je mesure. Donc les hommes qui prennent du bide là. C'est le gros ventre. Voilà, ça commence à pousser. Donc les gens qui font du sport, qui arrêtent de faire du sport, par exemple, qui prennent du poids, ils grassissent. Ils ont souvent une résistance à l'insuline. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, on voit plein de jeunes avec un petit peu de ventre. Là, c'est la résistance à l'insuline. Ouais. Et donc, je peux aller demander un bilan. Donc, on peut faire le HOMA. Voilà. HOMA, H-O-M-A. Exactement. Votre médecin doit le savoir. C'est remboursé, je crois. Il me semble que c'est remboursé. Ouais. Exactement, oui. Et Quickie? Quickie, pas nécessaire. Déjà, le HOMA est très intéressant. Ma glycémie. J'aime bien rajouter l'hémoglobine glyquée pour savoir si je caramélise ou pas. L'hémoglobine glyquée, ça veut dire juste que... C'est H1AB. Exact. BC. Voilà. Et donc, c'est que mon glucose va se fixer sur l'hémoglobine et c'est comme de la molécule de Maillard, sauf que ça se fait à l'intérieur de nous. Et ça, c'est extrêmement toxique. Oui, c'est du caramel. Donc, le sang s'épaissit, caramélise, on vieillit plus vite, on attaque nos organes vitaux, les reins, les yeux. C'est ça. Les gens qui ont des problèmes de cataracte, de DMLA. Exactement. C'est pas forcément un manque de caroténoïdes. Non, pas du tout. C'est aussi de la glycation. Et de la glycation, oui. Exactement, oui. Et donc, quels sont les aliments qui font beaucoup glyquer?
Tout ce qui est raffiné, tous les sucres, toutes les Tous les pâtisseries, tous les pains, pains blancs, voilà. Tout ce qui est raffiné qui augmente l'index glycémique. Là, vous allez sur Internet et vous trouvez une liste. Ou dans mon livre, oui, vous voyez, Power Biotique. voilà. Où vous avez la liste des aliments à consommer avec un index glycémique bas. Et là, on est bien. Aussi bien pour l'acidose que pour le syndrome métabolique. Et alors, je crois que on m'avait parlé d'une barque qui permettait à ces acides gras de rentrer, c'est la carnitine. Exactement. Alors, la carnitine, est-ce que tu peux nous expliquer sa fonction et où est-ce qu'on la trouve? Et carnitine comme carne. Donc attention aux carne. végétariens, aux véganes, il va falloir complémenter en carnitine. Ah bon, parce qu'un végétarien, même s'il mange des œufs, il n'a pas de carnitine? La carne, c'est la carne, donc c'est la viande, c'est Que de pas la les viande. œufs. Exactement. Et d'après ce que j'ai entendu, c'est même pas dans le poulet, c'est dans la viande rouge. C'est la carne, la vraie, la viande rouge. Il suffit d'en manger une fois ou deux par De temps mois. en temps, exactement. Ça suffit. C'est très bien, Hein? c'est très bien. Qu'est-ce qui se passe si j'ai pas de carnitine? Eh bien, je ne peux pas faire entrer mes acides gras dans la mitochondrie. Et donc, je ne peux pas les brûler. Et donc, si je ne peux pas brûler les acides gras, je vais les stocker. Alors, le professeur Castronouveau nous parlait de cette athlète qui est morte à l'arrivée je sais plus, c'était un marathon, et elle était végane, Ouais. et elle était complètement carencée en carnitine, elle est morte à l'arrivée. Ouais. Donc, c'est quand même grave. Ouais. Mais est-ce qu'on peut doser la carnitine? Non, ça se dose pas. Alors, comment on fait? Faut complémenter. Oui, mais comment savoir si on est carencé? Mais si les gens mangent pas de protéines animales, Oui, mais il y en a plein qui te disent, ah, moi, je suis en super forme, etc., ça fait 20 ans que je ne mange plus de après, viande. ça peut se voir sur le métabolisme des graisses. Donc, si je fais un dosage de transaminase, où je vois un foie qui est en souffrance, parce que un foie en souffrance, en général, derrière, il y a un mauvais métabolisme des graisses. Donc, ça peut être transaminase gamma-GT un petit peu élevé, voilà. Triglycérides, c'est spécifique au sucre, hein, voilà, donc c'est pas par rapport aux graisses. Mais par contre, j'aurai forcément un foie en souffrance, ou alors un mauvais rapport de cholestérol. Donc, voilà. Donc, à long terme, quelqu'un de végétalien peut être carencé en carnitine. Ah, c'est et sûr. il peut développer quel type de maladie? Après, Quand il va vieillir, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, parce que c'est la mode en ce moment. Moi, je suis pas là pour vous dire pour ou contre, peu importe. Nous, on est là pour vous donner de la connaissance qui est publiée, qui est sourcée, qui est actée. Bien sûr qu'elle évolue, hein, on apprend encore plein de choses, mais en tout cas, ça, les études ont été non seulement randomisées, mais publiées. On sait de quoi on parle. Donc, moi, j'ai été végétalienne pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, j'ai eu les dents qui ont commencé à se déchausser. J'avais une tension encore plus basse. Et j'avais repris du poids en étant végétalienne. Parce que moi, j'aime bien manger. J'avais fait de la bonne cuisine, des pâtés végétaux, mais je savais pas que j'étais intolérante au gluten. Donc, je mangeais du blé complet, du pain complet, de la levure de bière, tous ces éléments qui aident les véganes à... Parce qu'on dit végane maintenant, mais il y a beaucoup de, entre guillemets, véganes qui sont végétaliens. Oui. Parce que le végane, il mange même pas de miel, ni de propolis, il porte que du plastique parce qu'il veut pas de cuir, ou alors des trucs au bambou. Donc c'est un peu poussé à l'extrême. Mais on vous fera une petite vidéo sur les différents régimes et ce qu'ils peuvent apporter et quels peuvent être éventuellement les dangers pour ne pas aller dans les extrémismes. Donc, on a compris que les mitochondries étaient des machines à nutriments. Exactement. D'où l'importance de se nourrir avec des aliments riches en nutriments. Bien les mastiquer. Avoir un bon pH d'estomac. Avoir suffisamment de cholestérol, contrairement à ce qu'on nous dit, à nous donner des statines dès qu'on passe 2, alors que c'est une catastrophe. Pourquoi d'ailleurs en vieillissant, le taux de cholestérol a tendance à monter? Ça c'est physiologique, parce qu'on en a besoin de beaucoup plus. Ah, vous voyez, mesdames et messieurs nécessaire. Vieillissants. Le cholestérol doit augmenter naturellement avec l'âge. Ah, et pourquoi est-ce que dans les médecines ils nous le disent pas ça? Et qu'ils balancent des statines aux personnes âgées? C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Et pourquoi est-ce que les statines donnent des douleurs musculaires et autres? Justement parce que le coenzyme Q10 est très connu comme oxygénant du muscle cardiaque. Et donc à partir du moment où il chute dramatiquement par la prise de médicaments contre le cholestérol, je vais avoir des douleurs musculaires parce que l'oxygène n'arrive plus au niveau musculaire, parce que c'est un transporteur d'oxygène. Et donc je vais avoir des douleurs spécifiques, voire des rhabdomyolyses dans des cas extrêmement graves. Alors, quelles seraient les analyses à faire en biologie, en laboratoire, pour savoir si nos mitochondries fonctionnent bien?
moi, j'aime bien proposer de temps en temps des laboratoires un peu spécifiques. Je connais un laboratoire qui propose un bilan de stress oxydant et qui reprend à peu près tous les nutriments essentiels à la mitochondrie et dont le LDL oxydé, que je trouve très intéressant, et la 8-OHDG, donc la 8-hydroxyguanosine, qui permet de voir si mon ADN est en réparation. Voilà. Mais il y a plusieurs labos, il y a Barbier qui fait ça. Il y a Barbier, il doit y avoir LIMS, il doit y avoir même Réunis. Enfin, il y a les laboratoires Réunis. Ouais, il y a tout un tas de laboratoires un peu plus spécifiques que le laboratoire classique du coin de la rue. Alors rassurez-vous, vous n'êtes pas obligé d'aller à ces labos. Vous prenez contact avec eux. Souvent, c'est pas remboursé par la sécurité sociale, mais il suffit de les appeler, de leur demander un kit de prélèvement. Vous recevez le kit de prélèvement chez vous. Vous allez faire la prise de sang à votre laboratoire en bas de chez vous. Et vous envoyez, tout est écrit comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas une médecine remboursée, donc vous allez devoir vous prendre en main. Est-ce que ça se mesure la coenzyme Q10? Ça se mesure justement dans ce bilan, il est le zinc bien mesuré. sûr, le fer, le cuivre, le fer, la vitamine A, la vitamine E, LDL oxydé, 8-OHDG. Je pense que c'est un beau cadeau à se faire au moins une fois dans sa vie, surtout quand on est stressé et qu'on vit dans un environnement non adéquat. Voilà. Et donc, si on a des carences, on saura si on doit prendre de la coenzyme Q10. C'est l'idéal. Moi, je prends de l'acide alpha-lipoïque sous forme réduite, il doit être sous forme R, parce que j'ai bien compris d'abord que ça harmonisait la glycémie. Et comme j'ai une prédisposition au diabète, parce que j'ai fait mon applaudi Pachela, enfin on en parlera plus tard, donc je sais que je suis prédisposée à être diabétique, donc je mange comme une diabétique. Mais en plus, l'acide alpha-lipoïque, c'est un chélateur de métaux lourds. Ouais, antioxydant universel. Antioxydant universel, parce qu'il faut que vous sachiez que parfois vous prenez des antioxydants, si vous n'avez pas besoin, ils deviennent pro-oxydants. Ouais. Alors que l'acide alpha-lipoïque, lui, ne le fait pas. C'est ça, exactement. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Bon, bien sûr, comprendre son taux de vitamine B et se supplémenter. C'est ça, un bon taux de vitamine D. Ça, la vitamine D, elle est partout. Et beaucoup de gens, moi je trouve que les normes, ça va pas. Parce qu'en France, les normes, elles commencent à 30 jusqu'à, je sais pas, 100. En vitamine D? Ouais. Et les gens, à 30, vous êtes en carence de vitamine D. Exactement. Vous devriez en avoir minimum 70-80. Exactement. Aujourd'hui, c'est ce qu'on recommande. Donc, quelle forme de vitamine D te semble? Il y a des gouttes, il y a des comprimés. Combien faudrait prendre par jour? Disons quelqu'un qui a 30. Ouais. Aujourd'hui, 90 à 95% des vitamines D sur le marché sont sous forme de cholécalciférol. Donc c'est celle que nous produisons à partir du cholestérol, du 7-dihydrocholestérol et du rayonnement. Donc c'est celle que nous consommons. Parce que la vitamine D se fabrique à partir du cholestérol. Exactement. Voilà. C'est pour ça que le cholestérol est vital. Pas de vitamine D, pas d'immunité, pas de cholestérol, mais on va tomber malade. Et donc le cholécalciférol, c'est ce que vous allez trouver dans la plupart des compléments nutritionnels. Et c'est une bonne forme ou pas? C'est une bonne forme. Après, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Aujourd'hui, c'est l'une des plus intéressantes. D'accord. Voilà. Après, ce qui est important, c'est que cette vitamine D, pour la transformation, elle a besoin d'avoir du fer, du magnésium, un bon foie et des bons reins. Et de la vitamine A. Et la vitamine A aussi, pour son activité. Exactement. J'ai fait un article là-dessus, c'est pour ça que je connais bien. Ça, c'est très bien. Exactement. Essentiel. Donc, vous imaginez un peu tous les éléments qu'il faut. Et on nous dit, dans le grand public, quand il y a eu l'épisode Covid, oui, si vous manquez de vitamine D, prenez-en. Mais si vous prenez de la vitamine D, que vous êtes en dysbiose, c'est-à-dire d'un microbiote qui fonctionne pas bien, et que vous êtes carencé en vitamine A, ce qui était mon cas quand j'ai fait ma biologie, donc il va falloir vous supplémenter en huile de foie de morue. Exactement. Parce que l'huile de foie de morue, il faut pas croire qu'elle vous apporte les oméga 3, mais ça, on va vous faire une vidéo là-dessus. Il faut avoir du fer suffisamment. Le nombre de femmes qui sont carences en fer ou frustres ou anémiées, elles ne métaboliseront pas leur vitamine D. Donc, vous imaginez tous les éléments qui dépendent pour bien assimiler ces éléments qui sont les gardiens d'un bon système immunitaire, entre autres. Exactement. Et d'une bonne ossification, etc. Donc, moi, je comprends pas que ça ne soit pas enseigné dans la médecine officielle et que nos gouvernements ne commencent pas à éduquer les gens pour déjà mieux se nourrir et riche en nutriments et pauvre en calories. C'est une des premières choses pour ne pas tomber malade. Ouais, exactement. Oui. Donc ça y est, vous avez compris comment marchent les mitochondries? J'espère que ça va pas être trop long, sinon vous la réécoutez. Il y a que ça pour finalement comprendre. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant des années. J'ai réécouté, j'ai fini par comprendre. Donc réécoutez cette petite vidéo pour mieux comprendre comment vous fonctionnez. À bientôt. À bientôt.